Bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue sur les lignes d'intermède et merci d'être venus nombreux pour vous entendre et essayer de lever le voile sur les secrets d'un grand roi et en particulier de les jardins de Versailles qui sont des jardins dont le langage est un langage codé. Alors, d'abord, j'ai voulu vous donner une vision un petit peu haute du château. Vous avez cet immense château dont vous voyez que c'est un grand U avec des grandes ailes. Et là, on voit bien sur la photo que d'un côté, vous avez la ville avec ces grandes avenues qui aujourd'hui sont complètement habitées avec un habitat très serré. C'est un Versailles un peu plus moderne, mais le dessin de la ville autour du château aujourd'hui est exactement celui qui fut au moment de la création de Versailles comme capitale de la royauté de Louis XIV en 1681. Mais avant, entre 1661, moment du début du règne personnel de Louis XIV, et les 20 années qui vont succéder, vous avez eu la création lente, constante et forte d'une ville qui devient le centre névralgique du pouvoir de la monarchie française. Alors donc, vous voyez ici le château. Vous devinez qu'il y a un grand U. Le grand U, ça a été la grande construction qui va changer complètement l'histoire de ce petit manoir de chasse. Et puis ensuite, vous avez des grandes ailes, mais ces grandes ailes n'ont pas été construites sous le règne de Louis XIV. Si vous regardez, vous avez le grand U avec le bras de gauche, et puis si vous continuez vers la gauche, vous voyez la chapelle du château. La chapelle du château qui a été inaugurée en 1710 et qui a été construite par Robert de Cotte est la dernière construction qui a été faite du temps de Louis XV. Ensuite, l'aile, si on continue sur la gauche, qui se déploie et qu'on appelle l'aile des Princes, a été construite sous Louis XV. Et en regard à droite, vous avez une autre aile, mais celle-ci a été construite beaucoup plus tard. Elle a été construite sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Et ça a été fait pour, on va dire, équilibrer, mais aussi renouer les fils de la monarchie bourbonienne avec la monarchie de la Restauration. Alors, la date qui fait de ce roi dont vous voyez la statue équestre, alors c'est une statue équestre qui est complètement apocryphe, puisqu'elle a été commandée en 1830, livrée en 1838, et elle a été commandée par Louis XVIII. Mais en fait, au départ, elle a été commandée par Louis-Philippe, mais au départ, cette statue n'a absolument rien de bourbonien, elle n'est venue que beaucoup plus tard. Par contre, elle donne bien l'allure de ce qu'est Louis XIV, c'est-à-dire un roi qui est un roi majestueux, qui se veut imposant, impressionnant, qui se veut au-dessus de tout et qui va pendant ces années de règne, le plus long règne de l'histoire de France, 72 ans, si on inclut la régence d'Anne d'Autriche et de Mazarin, et c'est un homme qui va induire énormément de données dans l'histoire de France, dans un espace beaucoup plus long encore que la longueur de son propre règne. Alors ici, nous sommes dans la cour d'honneur. Nous sommes de l'autre côté de ce que nous avons vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on était côté jardin. Là, nous sommes côté cour. Et nous sommes donc dans cette cour d'honneur qui nous donne la vue magnifique de ce château. Alors, vous avez sur la gauche deux ailes. D'abord, vous avez comme ça, c'est un château qui se fait en 2 fois 2 ailes et puis le contre-champ. Et si vous regardez sur la gauche,
vous avez la deuxième aile qui arrive comme ça avec le château en U. C'était dans cet espace-là que se trouvait le château de Louis XIII. Et lorsque Louis XIV a transformé le manoir de chasse en un château où il allait résider en permanence, le petit manoir de Louis XIII a définitivement disparu. Alors ici, vous avez une autre photo qui vous donne, qui beaucoup plus près, vous donne une idée de la deuxième cour. La cour d'honneur se divise en deux cours, la cour d'honneur qui est simplement pavée et la deuxième cour qui borde, qui scande le U et qui est la cour de marbre. Et cette cour de marbre donne sur la chambre et les appartements, une partie des appartements privés du roi. Alors nous traversons cette cour d'honneur et nous nous retrouvons du côté des jardins. Alors ici, vous avez le côté jardin et vous avez cette partie centrale du château avec la partie rez-de-chaussée qui est une partie de distribution des espaces et des services. Et puis vous avez au deuxième niveau, le niveau central, vous avez ce qui correspond aux deux extrémités que sont dans le palais de la guerre et le palais de la paix, et entre les deux, cette célébrissime galerie des glaces qui va faire rêver un nombre considérable de monarchies européennes qui voudront la copier. Et puis tout en haut, vous avez des appartements privés et en particulier des petites chambres des princes sous Louis XIV. Et puis après, on en fera aussi des appartements pour les proches, que ce soit les ministres ou les maîtresses. Car Louis XIV était un grand amateur de femmes, contrairement à son père. Alors ici, vous avez une photo vue du ciel, hein. C'est une photo en fait qui n'a pas été prise du tout par moi, mais par un drone, et qui vous donne une idée de ce premier parterre qu'on appelle le parterre nord, les parterres nord et sud, et qui permettent de voir tout de suite que Louis XIV, quand il commence à créer ses jardins, il les fait sous une influence italienne. C'est-à-dire que vous avez des jardins verts, c'est ce que vous voyez sur le côté, mais vous avez aussi des fontaines et des bassins. Et vous avez ici les bassins qui sont contenus par des sculptures. Et ici, rien de véritablement révolutionnaire, mais par contre, ce que l'on voit, ce qui est imposant et qui va en imposer à tous les visiteurs de Versailles, c'est la taille que Louis XIV va donner à ses jardins. Alors ici, pour vous donner un petit peu une idée, vous avez un plan. Donc vous avez, si on part en bas de la photo, vous avez le château qui paraît être tout petit hein, sur le plan. Puis ensuite, vous avez une première série de dessins, des dessins un peu compliqués, on voit avec des dentelles, les fameuses dentelles de Le Nôtre, du jardinier Le Nôtre. Et en fait, toutes ces figures géométriques correspondent à des bosquets qui vont être organisés pour honorer et pour mettre en scène la pensée du grand roi. Et puis, vous avez un axe central dans ce jardin qui se termine, qui commence par des bassins, les deux bassins qu'on vient de voir, et qui se termine par un autre bassin que nous verrons dans quelques instants et qui s'appelle le bassin d'Apollon. Et puis ensuite, et là, jusque-là, vous avez ce qu'on appelle les jardins. Et ensuite, vous avez une grille, vous avez un grand axe transversal, et vous entrez ensuite dans les parcs de Versailles, avec entre autres le petit et le grand canal, et puis tout un tas d'aménagements de ce parc où la cour, les hommes et les femmes de la cour pouvaient aller se promener. Et puis vous avez en retour d'équerre cette pièce d'eau des Suisses dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, lorsque, en 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV dit « Le roi, c'est moi »,
c'est quelque chose, une espèce de c'est un coup de gong parce que, on avait un jeune homme qui, avait pas véritablement, fait preuve d'un goût pour le pouvoir et surtout, on avait de Louis XIV l'image d'un prince plus que d'un roi, qui aimait la musique, qui aimait, les fêtes, qui aimait, danser, qui aimait recevoir, mais on ne le voyait pas, s'astreindre, pardon, aux contraintes du pouvoir. Et quand, il annonce: «À partir de maintenant, le roi c'est moi», personne ne le croit. Tout le monde se dit: «Bon, allez, c'est une velléité. Oui, eh bien ça durera jusqu'en 1715». Donc ça a été un provisoire qui a pris, des, allures de provisoire qui a duré, mais c'est souvent comme ça. Et Louis XIV, à la mort de Mazarin, reçoit l'héritage de Mazarin et l'héritage, du grand cardinal est de plusieurs ordres. D'une part, il y a une éducation. Il a éduqué Louis XIV pour que celui-ci exerce le pouvoir, même s'il ne le lui a pas véritablement laissé tant qu'il était là. Il a aussi fait de lui ce qu'on pourrait appeler un honnête homme, c'est-à-dire un homme qui aime les arts, qui aime les lettres. Il lui a appris que un grand souverain n'est grand souverain que s'il possède les outils de son pouvoir et justement les arts et lettres, les artistes. Un grand souverain se montre mécène et il a des artistes. Il en a qui sont en France, il en a qui sont encore en Italie. Et le troisième héritage important de Mazarin pour Louis XIV, c'est un certain Colbert. Colbert, il a été formé par Mazarin. Il sait parfaitement comment fonctionne la France. Et quand Louis XIV va dire, eh bien maintenant, le roi c'est moi, et je veux avoir les outils de la représentation d'un pouvoir absolu. Et cet outil, ce sera Versailles. Colbertique, parce que Versailles n'est qu'un marigot, c'est un marécage. Mais il va s'exécuter. Et à chaque fois, il exécutera les volontés de Louis XIV, dont il sait que ce sont des ordres. Alors il va solliciter un cardinal qui est installé à Rome, qui s'appelle le cardinal Barberini, en lui disant, bon voilà, on va créer un grand château, on va aussi créer un jardin, et on a besoin d'artistes. Et le cardinal Barberini, qui est un cardinal romain, mais complètement francophone et francophile, envoie un grand artiste, et cet artiste, c'est Bernin. C'est le plus grand sculpteur en Europe à l'époque. Et Bernin arrive, fort de sa réputation, et il fait d'abord ce portrait de Louis XIV. Louis XIV apprécie. Cool. Et ensuite, Louis XIV apprécie tellement qu'il commande à Bernin une statue équestre que Louis XIV veut mettre dans son château, à la place de la statue qui arrivera seulement au XIXe siècle. Et Bernin va donner ça. Et Louis XIV est tellement, mais fou furieux de le voir que on le représente en Alexandre, un Alexandre un peu mièvre, avec un cheval dont on ne sait pas très bien s'il saute au-dessus des herbes hautes ou des feux follets. Donc Louis XIV donne une superbe pension à Bernin, mais il le renvoie dans sa Rome natale et la statue équestre va aller de l'autre côté du parc, au fin fond de la pièce d'eau des Suisses. Et là, tout le monde commence à se dire, mais peut-être que ce jeune homme qu'on a cru facile ne l'est peut-être pas autant qu'on le pensait. Et un autre fait va venir corroborer ce premier doute, c'est l'arrestation de Fouquet après la fête que le grand argentier, le surintendant des finances, avait offert au roi. Il a beau offrir vos le vicomte, il a beau offrir les artistes également. Louis XIV est rancunier. C'est un roi orgueilleux, c'est un roi ambitieux et il poursuivra toute sa vie durant de sa vindicte Nicolas Fouquet et puis un peu la famille de celui-ci qui n'osera jamais relever la tête. Donc, si vous voulez, Bernin puis Fouquet
tout ça est quand même compliqué. Alors, voilà, vous voyez, au fin fond de la pièce d'eau des suites, vous avez un tout petit point blanc. Eh bien, c'est là qu'elle est la statue de Louis XIV sous la forme d'Alexandre. Autant vous dire que Bernin était lui aussi fou furieux, mais pas du tout pour la même raison. Donc, entre la pièce d'eau des Suisses et le parterre nord, vous avez cette magnifique orangeraie. Les orangers de Versailles vont aussi être un motif d'exemple partout en Europe, jusque à la cour de Pétersbourg, quand le français sera parlé à la cour russe. Et nous revenons sur la pièce d'eau, nous revenons dans l'axe principal. Nous sommes au bout de ce parterre, de ces parterres nord et sud. Il y a un grand escalier et en contrebas, vous avez ce bassin. Ce bassin, c'est le bassin de la Tonne. Et le bassin de la Tonne a été sculpté par les frères Marcy. Et de quoi s'agit-il? En fait, nous avons, tout au cours de l'histoire du château, un certain nombre de thèmes qui vont être abordés et qui vont être un langage codé qui va expliquer aux courtisans que le comportement qu'ils ont eu pendant la Fronde, c'est-à-dire respectueux non seulement vis-à-vis de la régente, donc qui exerçait le pouvoir, irrespectueux au possible envers Mazarin, qui était le parrain de Louis XIV. Sa tête avait quand même été mise à prix, un prix complètement astronomique et aberrant, et pouvait évidemment susciter des convoitises. Et puis, et enfin, ils n'ont pas eu le respect de la personne du jeune roi qui était dans sa minorité. En conséquence de quoi, eh bien voilà, on va leur expliquer quelque chose. Et le premier bassin, celui qui va être très clair, c'est celui-là. Vous voyez, au fond de la photo, vous avez le château, et puis vous avez aussi cet escalier que l'on descend pour arriver au bassin de la Tonne. La Tonne, vous la voyez là-haut, elle est en haut de la fontaine. La Tonne, c'était une nymphe qui avait eu l'heure de plaire à un certain Jupiter. Et Jupiter, et des amours de Latone et de Jupiter, étaient nés deux enfants, Apollon, le soleil, et Diane, la chasseresse. Et alors que Latone avait quitté son île de Délos où elle était née, elle ne va pas trouver hospitalité, elle ne va pas être, personne ne va l'aider à nourrir ses enfants. Et de Guerlas, ne trouvant rien, elle va invoquer les dieux et surtout le père de ses enfants, Jupiter, et elle va, vous voyez le geste, cette femme protège ses enfants, et il y a en dessous tous ces paysans et ces éleveurs qui n'ont pas voulu lui donner l'hospitalité, contrairement aux règles. Et Jupiter, fou furieux, va transformer les paysans de Lycie en batraciens. Et c'est ce à quoi nous assistons là. Vous voyez des grenouilles, vous voyez des hommes en cours vous voyez ici, nous avons Latone en marbre blanc qui implore, et en dessous, vous avez ce cours de transformation. Regardez cette sculpture, cet homme dont les mains ne sont plus des mains, dont la tête est déjà celle d'une grenouille ou d'un crapaud, et puis vous avez tous ces batraciens tout autour. Eh bien, c'est le premier message. Le premier message est celui-ci. Vous n'avez pas respecté ce que vous auriez dû respecter, c'est-à-dire la reine et ses enfants. Eh bien, maintenant, vous allez voir que la loi de Dieu ici va régner, parce que moi, Louis le XIVe, je suis roi de droit divin. Je ne suis pas un roi par hasard comme ça. Et je représente le pouvoir de Dieu sur terre. Le message va avoir un peu de mal à passer, parce qu'il est quand même très clair. Et tous ces courtisans qui sont formés aux lettres gréco-latines comprennent bien qu'il y a là un message qu'ils sont priés de respecter et d'intégrer. Vous avez ici encore une autre photo où on voit en plus la fontaine en train de cracher de toutes ses bouches. Et ici, c'est une photo qui avait été prise un soir au moment du coucher du soleil.
Alors, après avoir frappé un grand coup sur la table, Louis XIV va quand même, s'avérer comme étant ce qu'il doit être, c'est-à-dire un roi protecteur autant qu'un roi nourricier. Donc d'abord, roi protecteur, donc on va, créer des allées, on va, créer des bosquets. Certains sont simplement des bosquets verts, hein, parce que, l'intimité à Versailles était compliquée. Donc en fait, tous ces bosquets, il y avait une petite porte et si on voulait gagner un peu en intimité, eh bien, on pouvait aller dans les bosquets et les courtisans ne s'en privaient pas. Et puis, les bosquets menaient, enfin les allées menaient à certains bosquets. Et là, vous avez un bosquet qui s'appelle la salle de bal. Et la salle de bal, nous l'avons ici. Et nous entrons dans cette salle de bal. Ici, vous avez une vision plus haute et vous voyez que vous avez un grand espace, un terre-plein central. Ça, c'est un autre message. Louis XIV sait, on va dire, manier par l'organisation de ses jardins, le martinet et la carotte. Et si il veut pouvoir tenir ces courtisans dont il attend qu'ils se fassent voir à Versailles, eh bien, vous avez ici un exemple de cela. C'est que là, on a pour l'instant un espace interplein avec des petits cailloux. Mais en fait, il était très facile, et ça arrive quelquefois à Versailles que ce soit le cas quand certains espaces sont privatisés. On met un plancher qui est un plancher amovible, et à partir de là, on peut danser, se récréer. Et en haut, vous avez en haut de la fontaine, vous avez tout un espace où on peut mettre des musiciens qui peuvent vous jouer des airs qui vous feront danser. Et là, vous avez donc une mise en scène des distractions qui peuvent être offertes aux courtisans, qui est une mise en scène très élégante. Mais là aussi, vous avez la première lecture qui est: je vais organiser pour vous des récréations. Et la deuxième, c'est que comme la salle de bal n'est pas ouverte à tout vent, il y a des grilles qui la ferment, eh bien cela signifie que lorsque vous 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 recréez grâce à moi. Et ce roi dont on a conseillé de prendre comme symbole le soleil est en train de faire exactement comme dans ce que fait cet astre magnifique du système solaire, il est en train de faire tourner tout le monde autour de lui. Alors encore une photo de ce bosquet. Ce bosquet est un bosquet extrêmement difficile à conserver parce que comme vous voyez, il a des coquillages, il est constitué de coquillages qui sont venus d'un peu partout, même d'endroits extrêmement éloignés, et en particulier les Amériques. Et puis vous avez des cailloux qui pour la plupart sont des cailloux qu'on a fait venir de Fontainebleau. Donc tout cela est une construction extrêmement fragile et qui mérite des précautions. Alors une fois qu'on a fait notre tour à la salle de bal, on revient vers le tapis vert et vous avez ce qui va faire le grand classicisme français. Le classicisme français, c'est à l'époque de Louis XIV, c'est une petite touche de baroque, mais rien de trop. Vous savez que c'est toute la différence entre le baroque c'est toujours plus, et le classicisme c'est juste ce qu'il faut, mais pas plus. Eh bien là, Louis XIV, qui aimait le jardin à l'italienne, va faire tailler certains buis. C'est ce qui a été refait récemment dans les jardins. Et entre les charmilles que vous voyez à gauche, les sculptures qui viennent agrémenter de blanc ce jardin, vous avez en avancée des arbres qui ont été taillés pour donner un petit peu de fluidité à un jardin qui aurait pu paraître un peu trop géométrique. Alors on revient sur le tapis vert et une fois qu'on a pris la contre-allée, enfin qu'on a repris l'allée qui va nous mener vers l'axe principal du, du jardin pour aller vers le grand canal, on a sur nos pas cette statue. Cette statue, c'est le Laocoon. Le Laocoon, c'est l'histoire d'un prêtre, le grand prêtre du temple d'Apollon. Et le sanctuaire du temple est conservé et gardé par,
par des serpents qui d'ailleurs aident les devins du temple d'Apollon pour connaître les grandes idées qui sont envoyées par le dieu aux humbles mortels. Et les fils du grand prêtre et du grand devin ont voulu connaître les secrets et ils ont fait sortir les serpents du temple. Et Laocoon, voyant l'audace et la témérité de ses fils, va vouloir les sauver, va vouloir récupérer ces serpents et leurs secrets. Et malheureusement, il arrive trop tard. Les fils ont été euh, imprévoyants. Et malgré toute la science, mais aussi tout l'amour que le grand prêtre peut avoir vis-à-vis de ses fils, il ne parviendra pas à les protéger. Et là aussi, et ceux-ci vont à la fois mourir étouffés, mais on sait qu'ils vont aller dans la mer pour essayer de noyer les poissons, mais qu'en fait, ce sont eux qui vont mourir de la noyade. Ça, c'est la mythologie qui nous raconte ça. Dans les Métamorphoses d'Ovide, on raconte tout cela, et tous ces courtisans qui petit à petit découvrent les thèmes qui ont été illustrés par les sculpteurs de Louis XIV, commencent à comprendre que, pour être un peu trivial, je dirais fini de rire. Le roi ne plaisante pas. Le roi exerce le pouvoir. Il entend être écouté, être entendu et surtout être obéi. Et le jardin de Versailles, ces jardins où il y a des fêtes magnifiques et tout le monde espère y être invité, est quand même un jardin pédagogique où tout un chacun va comprendre que fini cette période où les princes du sang et leurs cousins pensaient qu'ils étaient l'égal du roi. Ils ne sont plus égaux, il y a d'abord le roi et eux viennent forcément après. Alors nous reprenons le tapis vert, nous descendons le tapis vert et vous voyez un certain nombre de sculptures. Alors les sculptures ont des thèmes, les heures du jour, les 4 continents, les sens et les grands combattants, les grands soldats. Donc vous avez comme ça tout un tas de personnages et au fur et à mesure du temps, on les découvre au cours d'une promenade. Et puis, perpendiculairement au tapis vert, il y a il y a un bosquet qu'on appelle le bosquet de la colonnade, qui était un bosquet où souvent on donnait des pièces de théâtre qui pouvaient être improvisées, ou bien alors des pièces de musique, et où parfois le roi pouvait prendre part en tant que musicien. C'était un guitariste tout à fait habile et évidemment très honoré car on trouvait que ce roi avait tous les dons. Le ton changeait par rapport à ce qu'il avait été quand il était petit. Et là, vous avez une autre représentation, c'est une sculpture qui représente l'enlèvement de Proserpine. Et là encore, nous sommes dans des représentations où si l'on n'écoute pas l'enseignement des dieux, on risque bien d'en être châtié rapidement. Alors pour autant, le bosquet de la colonnade, comme c'était un bosquet qui était fait pour le spectacle, pour une rencontre agréable, eh bien les architectes l'ont conçu de façon élégante. Et vous avez ici une vision latérale. Et vous voyez donc par devant, vous avez une alternance entre le gris et le rouge, le marbre gris, marbre rouge. Et puis, le tout est surmonté d'une arcature de marbre blanc. Et puis, à l'arrière, vous avez des piliers et les piliers sont tous faits avec du marbre rouge veiné et soit veiné de blanc, soit veiné de gris. Et dans les entrecolonnements, vous avez toute une série de fontaines qui sont le mirage de Versailles
Et là aussi, c'est une façon, d'expliquer, de faire expliquer ce que le jardin de Versailles a été. Alors vous avez ici, une autre vision. Nous sommes, dans les bosquets. Vous avez ici Aristide et Protée qui est, toujours la même histoire, celle qui est très proche du Laocoon. Heu, on respecte, la loi de Dieu et la loi du roi qui correspond, à ce que Dieu a donné comme message au roi. Et puis et enfin, vous avez, ce magnifique, bassin d'Apollon qui cantonne le tapis vert et vous voyez, en fait, ça représente Apollon qui sort de l'onde, le matin et qui est juste alors il est à l'est et il regarde vers l'ouest qui est, représenté comme étant qui est le cantonné par le château et vous avez donc cette magnifique sculpture qui, sort de l'onde et là, on a cette vision d'un roi qui est plein d'énergie, qui donne sa vie à, au monde, qui donne sa lumière. Et là aussi, si vous voulez, c'est d'un orgueil extraordinaire, parce que Apollon, c'est Louis XIV. Et Louis XIV explique ici, par sa sculpture, non seulement je donne la lumière à la France, mais c'est moi aussi qui lâche toute l'énergie dont la France peut faire preuve, la France et les Français, et les 20 millions de paysans, comme l'avait dit Pierre Goubert en son temps, parce que la France est le pays le plus peuplé. Donc là, Louis XIV explique bien que si la France est ce pays riche, ce pays prospère, ce pays qui invente et qui avance, eh bien, c'est parce que lui dégage et détache les énergies. Alors ici, je l'ai juste pour le plaisir, la même sculpture, mais en plein hiver. Et c'était absolument magique. Là, par contre, en plein été. Voilà, alors après on reprend, les bosquets et ici vous avez, le bosquet de l'Encelade avec, Marcy. Vous voyez alors l'Encelade c'est le géant, c'est, le cyclope qui n'a pas accepté, là encore, de respecter la loi des dieux. On répète un peu toujours la même chose, mais on est toujours dans cette même idée. Louis XIV martèle ce qu'il a à dire, à savoir: «Si vous ne respectez pas, même la beauté, même la force, même la puissance ne seront jamais suffisantes pour arrêter ce que moi je peux décider et ce que je mets en place.» Alors là, vous avez le même bosquet, mais avec les fontaines qui jaillissent et ça renforce encore le côté dramatique de ce bosquet. Voilà, vous en avez ici un détail. Alors ensuite, et là encore, parce que le roi ne veut pas apparaître plus terrible qu'il n'est, vous avez le bassin d'Apollon. Alors le bassin d'Apollon, c'est un peu compliqué parce que c'est un bassin dont le thème a été décidé en 1666. Le premier bassin d'Apollon avait été créé par Girardon. Mais malheureusement, ce bassin avait beaucoup souffert à cause de ce terrain marécageux qu'est Versailles. Et donc, il a complètement été refait plusieurs fois et il a été refait la dernière fois à la fin du règne de Louis XV, début du règne de Louis XVI et on en a fait ce que vous avez là, c'est-à-dire une grotte. Et là, la grotte, eh bien, c'est autre chose parce que le thème, si l'aménagement a changé, le thème est toujours le même. Apollon est descendu dans la grotte de Thétis, son épouse, dans la grotte marine de son épouse et il prend un repos bien mérité. Et là, c'est un autre message. Si vous vous comportez correctement, moi, à partir du moment où j'ai fait mon travail et vous le vôtre, eh bien, vous n'aurez là que bonheur et félicité. Et c'est exactement ce message que le bosquet veut offrir à ceux qui le regardent. Et ici, vous avez Apollon alias Louis XIV qui est entouré des servantes de Thétis. Et c'est une sculpture absolument magnifique,
tout à fait, dans le goût de ce que l'on faisait, dans ce goût classique, dans ce goût gréco-romain que l'on honorait au moment du règne de Louis XIV. Voilà, alors ensuite vous avez, un autre bassin, le bassin, des Trois Fontaines. Alors ce bassin, c'est un bassin un peu particulier parce qu'en fait, c'est un bassin qui est fait pour récupérer les eaux qui viennent de bassins, parce que, Versailles, le problème, ça a été l'utilisation de l'eau. Mais là, il me faudrait une autre conférence pour vous raconter tout ça. Et donc le bassin des Trois Fontaines absorbe toutes les eaux qui viennent de bassins latéraux et puis après par un système de tuyauterie permet de renvoyer l'eau vers les bassins qui lui ont envoyé son élément aquatique. Et ce bassin-là a été complètement refait il y a quelques années parce que la fonte avait été très endommagée avec le temps. Alors voilà, notre Louis XIV a ici, celui que vous avez rencontré aujourd'hui, est un Louis XIV dont je vous ai dressé un portrait assez redoutable. Mais c'est vrai que c'était un roi redoutable, mais les jardins ne sont qu'une partie de ses secrets, peut-être pas les plus terribles. Et en tous les cas, et là nous avons quitté le jardin pour arriver vers le parc. Et vous voyez ce qu'il avait initié, c'est-à-dire du canotage sur le Grand Canal. Et vous voyez cette famille en train de regarder vous tourner le dos, peut-être bien qu'ils sont là pour vous signaler, pour vous suggérer que vous avez à Versailles encore bien d'autres découvertes à faire. Voilà, eh bien, chers amis, merci d'être venus écouter ces quelques phrases et regarder ces superbes photos du non moins superbe jardin de Versailles. Permettez-moi, avec Girardon, de vous dire au revoir. Alors, avant de nous séparer, je voudrais vous signaler que la maison intermède est en train de on est en train de préparer 2 journées, celle du 31 octobre et 7 novembre de cette année, qui seront 2 journées à Versailles, 2 journées accompagnées par moi-même d'ailleurs. Mais je signale bien que ces journées sont encore en cours de préparation car nous sommes un peu suspendus aux dernières nouvelles et aux décisions de notre gouvernement. Je ne dirais pas royal, il est simplement républicain. Mais surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. La maison vous donnera toutes les indications en ce qui concerne ces journées. Vous avez également d'autres conférences qui vont bientôt être données. D'abord par Monsieur Janssen le 8 octobre sur Épidore. Il fera également le 12 octobre une conférence sur Athènes. Et entre les deux, vendredi 9, vous aurez Alexis Sédou qui vous parlera de l'Andalousie des Omeyyades. Voilà, eh bien écoutez, merci infiniment d'être venu écouter parler de notre grand roi Louis XIV et de ses jardins. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.